Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui de la fin de traitement en orthodontie et des possibilités de pouvoir répondre aux données et critères de l'occlusodontie dans le cadre de ces fins de traitement. Entre autres, de voir si la fin de traitement est suffisante pour permettre un traitement d'occlusodontie et d'avoir une fonction occlusale qui soit de qualité. Les fins de traitement ont fait l'objet de beaucoup d'articles puisque ça a commencé à la fin du 19e siècle. Et nous avons des recommandations quant à l'alignement des dents, quant à l'axe des dents. Nous allons voir ça en détail. Et les recommandations donc des différentes écoles. Puis ensuite, nous verrons l'analyse clinique, quels sont les moyens de diagnostic, et est-il toujours possible de réaliser un équilibrage de ces fins de traitement. Et ensuite, nous poserons la question de savoir si l'état du patient en fin de traitement est cautionnable. Grand 1, la fin de traitement et l'alignement dentaire, voyons les recommandations des écoles. Pour ce faire, nous allons utiliser la thèse de Julie Duverger, une excellente thèse que je recommande et qui traite de l'analyse occlusale de fin de traitement en orthodontie, quelles sont les règles et recommandations. Cette thèse contient énormément d'informations et vous permettra de retrouver toutes les recommandations, les avancées jusqu'à nos jours et de ces recommandations. On y trouve effectivement les études avec leur niveau de preuve. Voyons les recommandations. Le principe de normocclusion, c'est un principe qu'on commence à voir apparaître en 1899 avec les classes d'Angle. Angle insiste sur le rapport des 6 supérieurs et 6 inférieurs, en particulier de la position de la mésio-palatine de l'assise supérieure dans sa fosse et de la mésio-vestibulaire de l'assise supérieure dans le sillon centrovestibulaire. Ensuite apparaissent ces travaux en 1952 et 1958 de Posselt. Son observation se fait sur 20 sujets. Son diagramme a été bâti sur 20 sujets, ce qui est quand même très peu. Il remarque sur un peu plus de sujets, sur ces 20 sujets, que 88%, je crois que c'est de l'ordre de 120 sujets, la remarque se fait, que 88% ont une occlusion de relation centrée, dite centrée, qui est différente de l'intercuspidie. En aucun cas, il dit que cela est physiologique ou pathologique, il dit simplement qu'il l'observe et que c'est une simple observation. Donc il y a un principe de normalité, qui serait effectivement que la relation centrée soit différente de l'intercuspidie, mais que, en fait, cette normalité n'est pas forcément physiologique ou pathologique. Il faut entendre ensuite les travaux de Ricketts. Ricketts est très favorable à la relation dite centrée. Pour ça, l'unique raison, c'est que en orthodontie, l'occlusion initiale est une occlusion qui est de toute façon défavorable, puisqu'il y a un désordre occlusal. Et lui donne comme indication la notion d'avoir un rapport entre la 5 supérieure et la 6 inférieure, tel que la face distale de la cuspide vestibulaire de la 5 supérieure sont en rapport avec la face mésiale de la mésio-vestibulaire de la 6 inférieure. Et ensuite, à l'inverse de tous les autres auteurs, il préconise de ne pas avoir de contact linguaux. C'est une particularité que l'on retrouve nulle part. En 1972, il faut attendre les travaux d'Andrews pour avoir des recommandations bien énoncées sous forme de 6 clés qui sont la clé numéro 1, le rapport des 6, la clé numéro 2, le type, la clé numéro 3, le torque, la clé numéro 4 qui sont les rotations en vue occlusale, la clé numéro 5 qui se trouve la présence ou non de diastème, c'est-à-dire de contact
interproximaux. Et ensuite, la recommandation 6 qui est la courbe de Spey. Or là, il y a deux recommandations vraiment très importantes. C'est le rapport des 6 du haut et du bas qui ressemble exactement à celle d'angle, c'est-à-dire une mésiopalatine dans une fosse, et avoir une mésiovestibulaire en face du sillon centrovestibulaire. Ça, c'est quand même quelque chose qui est cher à tous les auteurs, y compris gnatologistes. Et ensuite, il préconise une courbe de Spey qui soit la moins marquée possible. C'est-à-dire, en fait, une courbe de Spey qui, telle que le plan d'occlusion moyen, on le verra, soit plutôt parallèle au plan de Francfort, pour permettre effectivement une désocclusion beaucoup plus rapide des dents, ce qui me paraît très intelligent. En 1981 et 1997, Rotz montre que, par des travaux, que la différence entre l'intercuspide et l'occlusion en relation dite centrée sont très différentes et que l'on doit préférer une analyse occlusale en relation dite centrée. Dans ce deuxième tableau des recommandations, nous voyons apparaître une étude importante faite en 2006 sur 596 cas par Cordray, et ceci avec un fort niveau de preuve. Or, il montre que, en fonction de l'intercuspidie et de l'enregistrement d'une analyse faite en relation dite centrée, on se retrouve avec une classification d'angles qui sont différentes. Et ça, c'est une chose qui est très très importante. Et on va se retrouver aussi avec des surplombs incisifs qui vont être différents. Et remarque aussi qu'il y a toujours des contacts prématurés. Donc en fait, il conforte vraiment le fait que Posselt ait montré qu'il y avait une différence entre l'occlusion d'intercuspidie et l'occlusion de relations dites centrées, et que l'analyse n'est pas du tout la même. Ceci est quand même un élément important. Les seuls qui semblent préconiser une analyse en intercuspidie sont en 1968 Aubray, qui préfère l'intercuspidie parce que la position de relation centrée est forcée. Et ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Parce qu'effectivement, on a beaucoup hésité d'abord dans la définition de la relation dite centrée, et qu'on a préconisé un temps de forcer cette relation centrée, c'est-à-dire forcer la position des ATM. C'est une chose effectivement qui a provoqué des erreurs énormes, et on peut comprendre que cet éditeur, à un moment donné, n'arrivant pas à trouver une position de relation intermaxillaire qui soit correcte, et préférer l'intercuspidie. En fait, on verra plus tard que grâce à une mise en condition neuromusculaire et articulaire, on a la possibilité d'avoir une relation mandibulo-maxillaire de référence qui conviennent parfaitement, et qui fait que cette notion de préférer l'intercuspidie à la relation dite centrée ne tient pas. Ensuite, il y a Clark et Evans en 2001 qui eux aussi réitèrent en pensant que le fait que la non-utilisation de la relation dite centrée n'entraînait pas de pathologie. Là, on peut être encore très très sceptique, parce que quand on voit à l'heure actuelle la prise de conscience des pathologies entraînées par des problèmes de fin de traitement d'orthodontie qui sont pas toujours corrects, là on peut accepter l'idée que cette idée est quand même une idée d'auteur très isolé. On a ensuite, en 2006, là encore, à nouveau, comme Aubray, Reinschus, qui dit que la relation dite centrée est généralement fausse. Et c'est vrai. Il est vrai que dans toutes les études qu'on peut voir, il y a que, je crois, sur 11 études de la relation intermaxillaire dite centrée, il n'y a que 2 auteurs qui ont préconisé une détente neuromusculaire avec un artifice, des orthèses et des choses comme cela. C'est pour ça qu'on peut effectivement
effectivement voir apparaître un auteur qui puisse en 2006 dire encore cela. Mais quand on sait aussi que la relation centrée, les occlusodontistes ont toujours préconisé une détente neuromusculaire depuis plus de 20 ans, on pense que là, il y a peut-être une prise de conscience qui n'a pas encore été vraiment faite dans les traitements d'orthodontie. En 2007 et 2010, que ce soit Roth, Soltram-Marie ou Solo, ils pensent que la position de relation sordide centrée n'a jamais entraîné de pathologie, et ça c'est une évidence, d'autant plus que c'est une évidence qui est corroborée par la prothèse. Tous nos grands traitements de prothèse sont réalisés dans cette relation dite centrée ou une relation intermaxillaire de référence, et n'ont jamais entraîné de pathologie, j'en suis le premier témoin. D'autre part, il souligne le fait que cette relation dite centrée, si on veut qu'elle soit valable, il faut qu'elle soit obtenue après une déprogrammation que nous appelons, nous, une mise en condition neuromusculaire ou articulaire, telle qu'il n'y ait aucune contrainte articulaire ou aucune contrainte neuromusculaire. On peut voir donc dans ces recommandations, du point de vue de la conclusion de ces recommandations, on peut voir qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'auteur qui préconise l'intercuspidie, si ce n'est parce qu'il pense que la relation dite centrée n'est pas très sûre, mais à partir du moment où on fait une déprogrammation ou mieux une mise en condition neuromusculaire articulaire, cette relation intermaxillaire devient très sûre et ne permet à ce moment-là de pouvoir faire une analyse qui soit correcte et à ce moment-là de ne pas utiliser cette intercuspidie qui maintenant de la part de beaucoup d'auteurs et beaucoup d'études qui sont en cours montrent qu'effectivement elles peuvent entraîner des désordres au niveau des ATM et au niveau de la neuromusculature. De ces recommandations de fin de traitement, nous pouvons en déduire une attitude thérapeutique et la possibilité d'une évaluation des fins de traitement. Pour cela, il nous faut en occlusion des critères qui soient parfaitement compris et énoncés, et une véritable checklist permettant de vérifier si notre occlusion est pathologique ou physiologique et si elle est acceptable et si on doit la pérenniser. En fonction de cette occlusion, nous aurons des fonctions, en particulier les fonctions de déglutition, des fonctions qui sont aussi de phonation, et en troisième, largement derrière, de mastication, qui doivent être aussi acceptables. Et il faut que ces fonctions soient acceptables du point de vue du fait qu'elles ne seraient pas pathologiques et physiologiques, et pour ça il nous faut des critères, et là aussi il nous faut une véritable checklist permettant d'évaluer nos fins de traitement. En dernier point, la nécessité de rétablir dans les traitements d'orthodontie un protocole avec une chronologie prenant en compte l'occlusion et les fonctions devant être rétablies. Ça veut dire que la plupart des auteurs préconisent de monter sur articulateur en relation dite centrée, mais qu'on appellera nous une relation mandibulo-maxillaire de référence, après des reprogrammations qui permettent de faire une analyse qui soit correcte et ensuite un diagnostic correct et qui permettra ensuite de traiter le patient de telle manière à ce que l'occlusion, l'intercuspidie ne soit pas un élément de réflexion pour permettre de situer la posture mandibulaire. Certains demandent pendant tout le traitement qu'il n'y ait pas de contact
occlusaux. Ceci me paraît quelque chose de correct, de telle manière à ce que cette posture mandibulaire initiale, enregistrée en relation dite centrée ou en relation mandibulo-maxillaire de référence, soit maintenue au cours du traitement. Ensuite, je crois qu'il serait nécessaire, en fin de traitement, de refaire une analyse pour vérifier les axes, par exemple, vérifier les fonctions, puis ensuite de pouvoir faire un traitement d'occlusodontie et à l'issue de ce traitement d'occlusodontie, refaire une troisième analyse dite de fin de traitement. Nous aurions à ce moment-là la possibilité d'abord d'avoir une traçabilité de l'occlusion au cours du traitement et aussi une traçabilité de ce qu'on a pu obtenir dans le rétablissement des fonctions. Je crois que c'est une attitude thérapeutique qui va devoir se mettre en place de plus en plus dans les traitements d'orthodontie, tels d'ailleurs qu'elles ont existé dans les années 80, etc. Voyons en orthodontie quels sont les indices de fin de traitement. L'étude d'Andrews, qui a été faite de 1964 à 1971, sur 1150 patients, a permis de voir quelles avaient été la possibilité d'obtenir des résultats sur ces différentes clés, sur 5 clés. Il n'avait pas pris en compte les rotations. Sur la clé numéro 1, sur le rapport des 6, il ne trouve une amélioration que dans 20% des cas, et 20% des cas où on a des clés qui sont correctes. La clé numéro 2 et numéro 3, sur le type et le torque, on voit que c'est 9% et 22%. La meilleure clé, c'est la clé numéro 5 sur les contacts interproximaux, où dans un 57% des cas, on a de bons contacts interproximaux. Et on trouve aussi quelque chose qui approche de la vérité avec la clé numéro 6, c'est-à-dire la courbe de Spey qui doit être relativement la plus faible possible, et on l'a obtenu que dans 44% des cas. D'ailleurs, je tiens à souligner que Château avait aussi préconisé d'avoir une courbe de Spey la plus faible possible. Donc on voit qu'il y a quand même un peu de résultats, et ceci a été corroboré par des études beaucoup plus récentes. On a quand même peu de résultats du point de vue fonctionnel dans un traitement d'orthodontie. Une autre étude a été conduite en 1993 et on s'aperçoit que sur 120 patients, Katner et Schneider ont eu des résultats qui, eux, étaient sensiblement plus faibles. La remarque que l'on peut faire, c'est que cette occlusion, elle doit non seulement être correcte au moment de la fin de traitement, mais que pour Delavia, et à très très juste raison, l'occlusion doit être vérifiée au moins après 1 an. Pour ma part, dans les traitements d'occlusodontie ou de prothèse et occlusodontie, j'estime que mon occlusion ne peut être stabilisée qu'après 1 an. Or, il n'y a pas eu de mouvement dentaire et il n'y a pas eu de contrainte au niveau des desmodontes. De même, Bassini montre aussi, c'est en remarque, montre aussi qu'en classe 2 et en classe 3, l'occlusion est en cuspide embrasure et est peu stable. Et de ce fait-là, il va falloir la vérifier aussi dans le temps. Les indices de fin de traitement en orthodontie ont fait de la part de l'ANES une proposition dans un document d'indices qui seraient des indices à minima. Alors, différents moyens existent, ils ont été définis par les systèmes PAR, ITRI, OGS ou ICON. Ces moyens, ces indices sont des indices vraiment à minima.
Et ils sont donnés que pour des occlusions qui sont statiques. Il n'y a pas véritablement d'indication donnée pour les mouvements dynamiques. Et de mémoire, à part la plupart ne tiennent pas compte du cas clinique tel qu'il est au départ. Et ça, c'est vrai que c'est une chose importante parce que le cas clinique, au départ, peut amener le praticien à avoir de grosses difficultés pour avoir une fin de traitement qui soit correcte. Il peut tendre vers quelque chose de le plus parfait possible sans pouvoir y aboutir, on le conçoit. Le gros problème, c'est que ça ne doit pas être une permissivité à une série d'échecs. Et le problème, c'est que ces études montrent quand même qu'il y a très peu d'amélioration, généralement fonctionnelle, d'amélioration fonctionnelle dans les traitements d'orthodontie. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, c'est en âme et conscience que chaque thérapeute fait son traitement, et que si l'occlusion idéale ne peut pas être quelque chose qui soit systématiquement atteint, cette occlusion idéale doit être un objectif et doit être connu par le thérapeute, qui doit permettre quand même un rétablissement au mieux des fonctions qui ont été dégradées, en particulier de déglutition, de phonétique et de mastication. Le réarrangement occlusal, cette ligne, c'est une possibilité pour beaucoup de praticiens de penser que en fait les très légères mobilités obtenues dues à une fin de traitement feraient que les dents puissent s'auto-engrainer et de ce fait-là permettre d'avoir une bonne occlusion. En fait, les dires, observations et études faites depuis 1981 jusqu'en 2010 par toute une série d'auteurs qui sont sur cette diapositive montrent que cela n'est pas forcément vrai. D'abord, l'occlusion, du fait de ces très légères mobilités, ne serait stable qu'à partir de 21 mois, voire 24 mois, suivant les auteurs. Et de toutes les façons, elle nécessite, pour qu'il y ait une augmentation du nombre de points de contact et une augmentation de l'engrainement des dents, qui soit correcte, il nécessite que les dents aient un même axe au maxillaire et à la mandibule. En effet, si les dents n'ont pas tout à fait le même axe au maxillaire et à la mandibule, à ce moment-là, on va avoir effectivement un engrainement qui va lui aussi être augmenté, mais dans une mauvaise position. Ce qui veut dire qu'on aura par exemple une fermeture du champ fonctionnel ou une instabilité occlusale. Et tous sont vraiment tout à fait d'accord pour dire que en aucun cas le réarrangement occlusal est un moyen de rattraper des petites erreurs ou même des erreurs un peu plus importantes qui auraient été faites lors d'un traitement d'orthodontie.